Aujourd'hui, Mathieu, tu vas revenir sur l'un des plus gros scandales du jeu vidéo, la triche. Et il existe un cas très connu que je suis sûr que certains reconnaîtront, c'est chez CSGO. Le jeu est gangréné par la triche, jusque dans les sphères pro et sur la scène e-sport. Alors comment Valve essaye de lutter contre ce phénomène? Eh bien, tu as remonté l'histoire qui commence en fait en 2014. Mais juste avant, il faut que je vous parle d'Odeswitch, le partenaire de cette vidéo. Et ça devrait particulièrement vous intéresser si vous avez besoin d'héberger des données critiques. Odeswitch, c'est un hébergeur français qui n'a qu'une offre, mais tout compris et illimité. 12 threads de CPU, 48 Go de RAM, du stockage NVMe en SSD très rapide. Et là où ça devient intéressant, c'est si vous avez un site critique, puisque leur serveur d'hébergement utilise un réseau premium avec de la redondance et sécurisé par l'anti-DDoS d'Arbor. Si vous avez le moindre problème, ils ont un support technique en français 7 jours sur 7 qui est très bien noté sur Google. Pour en savoir plus, je vous laisse un lien dans la description. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la chronique de Mathieu qui commence en 2014. Retournons qu'en 2014, la compétition de CSGO bat son plein avec ses stars, avec une équipe française. À l'époque, c'est l'équipe LDLC. Et le plus gros événement de la ligue qui s'apprête à se tenir en Suède, la DreamHack Winter de 2014. On est quelques semaines avant quand le logiciel anti-triche de l'ESEA bannisse pour 1 an SMN, donc c'est Simon Beck, un joueur professionnel allemand de CSGO. Ban un joueur pro, c'est jamais vu. C'est du jamais vu. Simon se défendra, et alors là, très marrant comme défense, qu'il n'est pas le seul à tricher, affirmant que 40% de la scène professionnelle utilise des cheats. 40%. En réponse, l'ESEA, je disais, indique qu'il travaille avec Valve pour affiner leur protocole de détection afin de pouvoir bannir d'autres joueurs pro. Le lendemain de cette annonce, 2 autres joueurs pro sont bannis par Valve cette fois-ci, et ils sont français. Il y a SF, qui s'appelle Gordon Geary, et KQLY, Ovik Tovmassian, mais c'est pas fini. Parce que Ovik, il va avouer son tort, mais il va avouer son tort dans un post Facebook qui fait l'effet d'une bombe, parce qu'il balance le nom du programmeur qui lui aurait fourni le cheat. Oh là là. C'est Supex0. À la fin du mois d'août, on m'a mis en contact avec un programmeur, Supex0. Il avait des arguments solides et m'a expliqué que beaucoup de joueurs pro utilisaient son programme. Alors je sais pas si c'est vrai, mais c'est un très bon argument de vente. Bah oui. Ouais. Je m'y suis intéressé par curiosité, il m'a mis des droits pendant 7 jours, et comme un con, la tentation était trop grande, j'ai voulu voir ce que ça donnait sur des serveurs publics. Donc il a dit qu'il n'est pas allé au-delà de ces 7 jours et qu'il n'a jamais utilisé ça en compétition, mais le mal était fait, il a été pris par... Détecté. Il a été détecté, et il conclut son message. Ma curiosité m'a fait défaut, et aujourd'hui ma carrière CS est finie après 12 ans passés sur le jeu. Bref, le milieu e-sport tremble de fou, en particulier celui de CSGO. Ça a des gros impacts parce que en fait, toutes les équipes ayant eu ces joueurs dans leur team sont disqualifiées. Oui. Alors même qu'ils ont engagé des frais pour participer aux compétitions, qu'il y a des sponsors derrière, qu'il y a même des histoires de goodies, enfin, il y a une économie en fait derrière. Et tout ça, ça a un impact sur les équipes. Du coup, toute la lumière est mise sur ce fameux Supex0. Il y a même une liste de tous les joueurs qui auraient acheté le cheat. C'est surtout à partir de ce moment-là qu'on commence à dire que le cheat, que ce soit celui-ci ou peut-être d'autres, sont utilisés en LAN. Dans le haut niveau, en fait, on te fournit des PC, tu as même une scène, et tu n'utilises pas ton propre PC. Notamment parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont incroyables. C'est là, en général, que tout se joue. Donc, l'événement lui-même est énorme. Tout le monde regarde ça. C'est vraiment impensable que des gens trichent dans ces moments-là. Et en fait, on commence à comprendre que c'est peut-être complètement possible. Donc, celui dont on parle, et c'est celui du joueur français dont je vous parlais juste avant, c'est un IM Assist, qui aide donc à viser les ennemis. Et en fait, ce qui est malin, c'est que souvent, ils ont une touche bindée sur leur souris ou sur leur clavier pour l'activer. Donc, il n'est pas activé en permanence. Okay. Donc, ça permet déjà de l'activer que dans des moments chauds ou pour moins se faire repérer. Okay. Et surtout, il y a une vitesse d'exécution qui est cohérente avec un joueur professionnel. Et d'ailleurs, tout le monde dit que c'est quasiment indétectable. Là, ce que vous voyez, c'est des vidéos sous cheat. Hein. D'accord. Mais on pourrait croire que non. Ah là, les mecs cheat là? Ouais. Ah, Okay. mais en fait, c'est comme si c'était un peu aimanté. Et ouais, c'est ça. Très subtilement. Mais sauf qu'il faut appuyer sur la touche, en fait, encore une fois. Et tu le fais pas à chaque fois si t'es pas trop bête. C'est un génie. Et ce qui est fou, c'est comment ils font pour que ce soit indétectable. La plupart des codes de cheat viennent se loger dans l'exécutable du jeu. Sauf qu'un anti-cheat de base, il va justement comparer les signatures.
et détecter potentiellement ce cheat. Là, le cheat ne va pas dans l'exécutable du jeu, il va dans des fichiers DDL directement dans Steam. Et donc, le Valve ne vérifie pas la signature de ces fichiers. Et donc l'éditeur, donc l'anti-cheat ne fonctionne pas. C'est pas ses affaires, et donc il peut rien détecter. En tout cas, là, il peut pas le détecter comme ça. Ce qui est très fort d'avoir son cheat sur Steam, c'est qu'il peut être mis à jour comme un jeu. D'accord. Donc Supix0 fait des mises à jour de son cheat. Non, mais c'est lunaire. Quand un joueur se connecte à son compte Steam, chose requise quand tu participes à une LAN, même si c'est pas ton PC. Ouais. En fait, le cheat est téléchargé automatiquement depuis ton compte Steam. Wow. C'est trop fort. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Oui, donc en fait, le gars, il arrive à sa LAN, il se connecte comme tout le monde. Les administrateurs disent, vas-y, connecte-toi à ton compte Steam, on va démarrer la partie. Et en fait, automatiquement, sans que aucune fenêtre ne s'affiche. Il peut y avoir un admin derrière son épaule pendant toute la durée de l'opération. Personne ne le verra. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Du côté des cheaters et des développeurs du cheat, c'est aussi très bien optimisé. En fait, ils auraient gardé la main sur chacun des utilisateurs de son système. C'est-à-dire qu'ils peuvent désactiver le cheat à tout moment, à distance. Mais du coup, c'est super fourbe parce que ça peut permettre de faire chanter des joueurs. Ah oui. Tu vas acheter ton cheat. Ça peut permettre de réclamer des gains en cas de victoire. Ça permet d'influencer des parties si tu prends des paris sur les matchs. Parce que parfois, il y a des cotes. Oui. Bah oui. Donc, tu peux faire de l'argent aussi comme ça. Mais ça, donc, tu peux te faire de l'argent en vendant des cheats, mais aussi en contrôlant le cheat derrière. C'est insane. Et tout ça, c'est bien évidemment uniquement à destination des joueurs professionnels. Il est vraiment fait pour ça. Il n'y a aucune fenêtre qui apparaît à l'écran. Rien n'est visible sur le jeu parce qu'on rappelle que l'écran est streamé. Donc, c'est ce qu'on appelle un IM silencieux. Moi, ma question que j'ai, c'est que du coup, ça doit coûter une fortune, des trucs comme ça. Ce qui est incroyable, c'est qu'on pourrait se dire que sur ces révélations, Supix0 là, il est allé se terrer un petit peu. Il s'est fait discret. Pas du tout, il a accordé une interview à un journaliste spécialisé. D'accord. Alors, c'était par mail. Il confirme qu'à ce moment-là, donc on est en 2014, des joueurs pros utilisent toujours des cheats. Donc on est après les 3 joueurs bannis. Donc déjà ça, effet de bombe intersidérale, genre en mode non, on contrôle tout, il n'y a plus de cheaters. Si, il y en a encore. C'est non. Il accuse ouvertement un mec de tricher. Et genre, il prend en exemple un clip en mode, voilà, ça là, ce que vous voyez, c'est pas possible sans cheat. C'est moi qui l'ai codé. Et alors, je dis pas exactement ça, mais voilà, il fait un tout petit peu gaffe à ce qu'il dit. Et enfin, il va répondre à la question du prix du cheat. J'ai envie de vous retourner la question. À votre avis, combien ça coûte selon vous? Je sais pas moi, 5 000 balles 5 000 balles. Le chat dit 5 000. Ok. J'aurais dû faire. En fait, le journaliste lui demande si les rumeurs autour des 2 000 €, le cheat, sont vraies. Sa réponse, c'est que 2 000 € le cheat, possible, mais ça c'était avant. Ok. Parce qu'il dit que Valve a investi dans la chaîne e-sport et que maintenant il y a plein d'argent. Il a un pitch de vente, c'est drôle. Un pitch de vente, il y a des catch price conséquents, on a 250 000 $ pour la DreamHack. Et il répond cette phrase, ça serait ridicule de le vendre 10 000 $. Si on me propose 10 000 $, je rigole et je dis non. Ah ouais. C'est dur de lui faire confiance entre guillemets parce que cette interview a fait énormément parler dans la scène. Et en fait, certains se sont dit, est-ce que c'est pas un coup de pub? Parce que tu peux te dire, ok, le jeu est gangréné de cheaters, il y en a partout. Du coup, si tu veux gagner, t'es obligé d'en avoir un. Ouais. Et du coup, tu vas voir ce mec. Et en plus, il a déjà fixé un peu les tarots. Ouais. Si ça se trouve, c'est énormément surévalué. Ouais. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette interview aussi, c'est en fait les méthodes qu'il utilise pour faire passer un cheat en LAN. Donc, je vous ai expliqué la méthode précédente sur le télécharger depuis Steam, mais il n'y a pas que celle-là. Alors, il parle des bas USB. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, ce sont des clés USB qui permettent de déclencher des séquences de frappe de clavier extrêmement rapidement. Et donc, typiquement utilisé dans des tests d'intrusion de cybersécurité pour très très rapidement faire la combinaison de touches qui permettent de télécharger un exécutable et de le lancer sans qu'on voit quasiment rien. Mais du coup, c'est un des trucs que je me suis dit quand tu parlais. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre un cheat dans ce genre de clé USB et du coup de pouvoir en 2-3 secondes, à mon avis, installer n'importe quoi sur la machine de compétition, quoi. Et ben là, il en parle parce qu'en fait, à cette époque-là, c'est un peu le truc à la mode, tout le monde est au courant que ça existe. Et en fait, lui, il fait une petite analyse, il fait non, bah du USB c'est dépassé. Non, moi j'ai fait mieux. Okay. Et en vrai, il a fait un truc, en tout cas, ce qu'il raconte, c'est le pilote vérolé. Pour un de ses clients, il a acheté un nom de domaine d'une marque de périphérique très connue qui étrangement était disponible. D'accord. Il a fait un faux site où tu peux télécharger des pilotes pour tes périphériques, sauf que tu mets le pilote plus le cheat à l'intérieur. Du coup, ton petit joueur pro, il arrive sur la scène, hop, on lui dit, bah vas-y, installe-toi
tes périphériques, installe tes pilotes. T'installes tes pilotes sur un site qui paraît totalement legit. Pas du tout. C'est le faux site contrôlé par le cheater et t'as un pilote avec un cheat dedans. Très malin. Est-ce qu'il y a... c'est quoi les solutions, du coup, pour faire en sorte que CSGO soit pas indéfiniment gangréné par la triche? Ouais, c'est ça. Alors lui, globalement, il dit que il faudrait fournir de nouveaux comptes Steam avec CSGO à chaque fois, fournir des périphériques identiques aux joueurs mais qui ramènent pas les leurs, avoir un réseau complètement local non connecté à Internet. Et après, il donne même des tips à Valve où comme quoi à chaque fois qu'ils ont changé leur compilateur, ils ont cassé les signatures de ces cheats. Et donc lui, ça l'embêtait bien. D'accord. Et donc il se dit qu'il pourrait en fait à chaque fois fournir une version modifiée du jeu pour chaque LAN. Et en fait ça une version qui sort jamais dans le public, exactement, mais qui est faite pour empêcher les triches. et potentiellement la changer à chaque nouveau tournoi. Ah oui. Donc voilà, et après alors il fait d'autres recommandations. Il parle à un moment de ce qu'on appelle le user command qui contient les boutons qui ont été pressés en LAN. Et donc ça permet de faire de l'analyse a posteriori sur quel bouton a été appuyé par le joueur, et tu peux, pour des connaisseurs, potentiellement détecter la cheat ou des boutons qui ont été bindés et qui ne devraient pas. Là, je vous ai pris l'exemple de l'IM Assist, mais en fait, il a développé d'autres cheats, notamment des cheats pour repérer où sont tes ennemis. Des wall hacks. Ouais, juste ou pour des avoir radars. une indication, des radars, voilà, Oui. pour savoir où sont tes ennemis. Ok. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a même développé des systèmes de bip, par exemple, sonores, pour savoir s'il y a tant de bip, il y a tant d'ennemis qui sont à proximité de toi. Ouais, il faut jouer pas mal de temps Ça avec. s'appelle le sound ISP. Ok. Et en fait, plus le joueur est proche, plus le son sera fort. Non, ok. En fait, c'est sur le principe d'un radar de recul. Mais du coup, moi, je me suis posé une question. Pourquoi ça a l'air si simple de faire des cheats sur CSGO? J'ai essayé de creuser le truc. Donc, il existe pourtant un anti-cheat, donc le VAC, le Valve anti-cheat. Mais en fait, il est tellement décrié que, tenez-vous bien, il existe un thread Reddit qui s'appelle VAC Sucks. Voilà, il est là. Vraiment, ce truc existe. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que sur ce subreddit, j'ai trouvé une réponse méga intéressante d'un ingénieur bas niveau qui a taffé sur des anti-cheats et qui nous explique un petit peu pourquoi le VAC est nul à chier et aussi éclaté au sol. Il faut savoir qu'un anti-cheat est composé de deux protections. Il y a une protection active qui permet de détecter l'utilisation d'un cheat, donc il va comparer des signatures. Si ton jeu il a été modifié, il n'a pas la même signature, donc du coup c'est que tu cheats. Mais il y a également une protection passive. C'est en gros comment accéder à la possibilité de rétro-ingénierer ton jeu pour faire un anti-cheat. Parce que pour faire un anti-cheat, il faut comprendre le jeu, voir ce qu'il y a en mémoire. Et ben, tu peux mettre en place des choses pour que les gens n'accèdent pas à ça. C'est un peu comme mettre des barbelés devant les gens qui vont faire des cheats avant même qu'ils déploient leur cheat. Revenons à CSGO. Devinez quoi? Il n'y en a pas. Il y en a une. Elle se désactive en une ligne de code. D'accord. Tu fais tirer insecure. D'accord. Ah, ok. Et c'est prévu. C'est prévu. Alors, tu peux pas normalement tu peux pas te connecter en ligne à des serveurs avec ce truc insecure, mais tu peux faire tourner les débuggers, les décompilateurs, et tu peux complètement rétro-ingénierer le jeu. C'est une aide au développement de cheat qui est incroyable. Okay. Voilà. Et en fait, tu peux complètement rétro-ingénierer le jeu et tu peux même étudier comment se comporte la protection active, nous dit ce monsieur sur Reddit. Donc c'est vraiment insane. Et je me suis dit, mais pourquoi Valve fait ça? Donc je suis allé sur leur site et ils disent, en tant que développeur, il existe des situations dans lesquelles vous pouvez légitimement souhaiter injecter du code dans le processus d'application du jeu. Bon, voilà aussi. Légitimement. On ne peut plus rien. Non, mais Valve, tu fais pas d'efforts. Ah oui, c'est ça. Et le pendant de ça, je pense, c'est que ça doit être. Et ça doit expliquer aussi pourquoi il y a une communauté de mods qui est aussi développée. Je finirai avec la DreamHack 2014. Qu'est-ce qui s'est passé à la DreamHack? On rappelle qu'il y a 3 joueurs qui ont été bannis. C'était un bordel monumental, d'énormes soupçons de triche juste avant l'événement. Ils ont tout prévu. T'avais pas le droit de porter des vestes à proximité des PC. Les ports USB étaient verrouillés. Les configurations des PC entre chaque manche étaient vérifiées. Enfin, c'était vraiment un truc de malade. Ils se sont dit, on va déployer un patch pendant la compétition. Comme ça, on n'y aura pas de cheat. Il y a quand même eu un scandale. En gros, il y a une équipe, l'équipe Fnatic, qui a exploité un bug. Alors, c'est pas de la triche via un cheat, mais ils ont exploité un bug contre l'équipe LDLC en demi-finale. Il y a un mec. Il montait sur les épaules d'un allié pour atteindre un point en hauteur. Ça, il a le droit. Et le joueur en bas, il saute sur un pixel invisible. Déjà, pourquoi? Et en fait, ce pixel est buggé. Et t'as pas le droit normalement d'utiliser ce bug du jeu. Et de ce que j'ai compris, c'est un truc qui existe,
mais qui est Oui. formellement interdit En à compétition, t'as utiliser pas le droit de l'utiliser. en compétition. Mais si tu dis qu'ils n'ont pas le droit de le faire dès l'instant où ils le font, du coup on voit leurs écrans et tout ça, il n'y a pas un arbitre. Alors, aucun commentateur n'a vu la triche, mais LDLC a porté réclamation. Je vous la fais très vite. Les organisateurs, ils ont voulu rejouer le match. Et finalement, Fnatic s'est retiré parce que, en gros, ça avait commencé à foutre le dawa dans la communauté CSGO. Et d'ailleurs, LDLC a fini par gagner le tournoi. En parlant de jeux vidéo, de triche et de hacking, on avait reçu sur ce plateau un expert du reverse engineering de jeux qui, à cause de sa curiosité, a failli avoir des énormes problèmes et faire capoter un des plus gros deals de l'industrie. Rien que ça, c'était un phénomène le gars et on l'avait interviewé dans cette vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça.